Émission spéciale, oui, on commence l'année 2025, donc il semble nécessaire de pouvoir faire un bilan de l'année 2024 et de faire un petit peu de prospective sur une année qui va s'annoncer historique. Et quoi de mieux comme invité que le Voldemort de la dissidence, le président d'Égalité et Réconciliation, Alain Soral. Bonsoir Alain, merci d'avoir accepté l'invitation et je en profite pour vous souhaiter une très belle année. Comment allez-vous? Eh ben, bonsoir à toi, bonsoir à tous. Jusque-là, je vais bien, mais effectivement, l'année s'annonce décisive pour vous et particulièrement pour moi, hein. On en parlera peut-être tout à l'heure, parce que j'ai des grosses échéances qui m'attendent, qui sont pas des échéances électorales, moi, mais des échéances judiciaires, hein. Ce qui est d'ailleurs assez cohérent, hein, ça participe de l'ambiance générale, hein. Absolument, on va en pouvoir en parler, mais avant ça, chers spectateurs, pensez immédiatement à mettre le pouce, à partager la vidéo sur vos réseaux et aussi, je le présente, le tout dernier ouvrage d'Alain Soral, donc Plus con, tumeur, testicule 2, le premier testicule ayant été Socrate à Saint-Tropez. Parler quand même un petit peu de l'ouvrage et surtout des conditions dans lesquelles l'ouvrage a été rédigé. Alain, peut-être, avant de pouvoir attaquer donc les différentes analyses que l'on pourra faire de cet ouvrage qui va servir de fil conducteur sur l'année 2024 qui a été riche en événements. Donc cet ouvrage, Plus con tumeur, je crois, a été rédigé en 40 jours. Oui, puisque en fait, bon, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais j'ai été arrêté en Suisse à mon domicile. J'ai subi une arrestation, perquisition, saisie, incarcération momentanée, interrogatoire en règle, toujours pour les mêmes raisons, provocation à la haine raciale, provocation au crime, apologie de terrorisme, donc exactement la même chose qu'en France, hein, pour en fait oser tenir tête à la communauté internationale, parce que visiblement elle est bien internationale, puisqu'elle me poursuivait déjà de sa haine en France, et maintenant je vois qu'elle arrive aussi à me poursuivre de sa haine en Suisse, ce qui est assez triste. La Suisse, on pourra en parler, est en train de disparaître en tant que pays neutre et indépendant. On le voit on le vérifie sur des tas de sujets, notamment l'Ukraine, hein. Donc j'avais déjà d'ailleurs une peine de prison qui avait été commuée en bracelet, hein, donc j'étais assigné à résidence chez moi pour 40 jours. Et cette mise sous bracelet plus cette nouvelle persécution m'a poussé à, en réponse d'une certaine manière, puisque je suis un écrivain persécuté, à répondre par un livre que j'ai mis un point d'honneur à écrire en 40 jours. Et comme j'accumule des notes, d'ailleurs notes qui avaient été saisies, puisque c'est des notes que j'accumule sur des carnets, et qui avaient été aussi saisies par la police, comme d'ailleurs il y a 4 ans, ils avaient saisi tout mon matériel à Paris. Et pour ceux qui suivent mon actualité, vous avez pu voir pour certains que tout ce qui avait été saisi par la police dans le but de l'instruction et de l'enquête s'est retrouvé dans les pages de Libération, dans 4 numéros successifs, pour vous dire où on en est en France au niveau de... C'est vraiment, je sais pas, une république bananière, quoi, hein, parce que tout ça, c'est atteinte à la vie privée, violation du secret de l'enquête, violation du secret de l'instruction, et Libération, journal israélien, je le rappelle, hein, depuis quelques années, se vantait d'avoir pu récupérer toutes mes saisies qui ne m'ont jamais été rendues. Bon, ce qui m'a fait une forme de publicité, quoi, mais pour dire que voilà, quel est le climat. Et donc moi, je me suis dit, je suis un écrivain persécuté, on est dans la tradition des pays totalitaires, hein, on embastille et on persécute les écrivains. Ma réponse à tout ça, ça a été d'écrire pendant les 40 jours où j'étais sous bracelet, c'est-à-dire assigné à résidence, un ouvrage. Et comme j'accumule des notes et que j'avais réussi par le cloud à préserver mon travail, parce que sinon j'aurais pu tout perdre, et ben j'ai simplement rédigé les notes que j'avais, parce qu'il y a toujours ce qui prend le plus de temps, c'est la partie rédaction, quand on jette des notes. Et moi, tous les jours, je note des petites choses à gauche, à droite. J'ai mis donc un point d'honneur, de rédiger un ouvrage, une série de textes en 40 jours hautement symboliques, hein, c'est les 40 jours au désert, d'une certaine manière, et ça donne ce livre que j'ai appelé Plus con tumeur. On pourra expliciter pourquoi, mais je pense que c'est assez compréhensible quand on parle d'empire du mensonge. Je dis bien dans l'introduction qu'aujourd'hui, l'Occident collectif est pratiquement un asile psychiatrique à ciel ouvert, hein, quand on voit sur quel comme piliers moraux et sociétaux on essaye de faire fonctionner cette société, qui est donc devenue totalement dysfonctionnelle. Donc voilà, ça donne ce livre que j'ai donc intitulé Plus con tumeur, et en dessous Testicule 2, puisque à l'époque de mon deuxième abécédaire, puisque j'avais déjà écrit
en 2002, je rappelle, j'avais publié en 2002 Jusqu'où va-t-on descendre, abécédaire de la bêtise ambiante, qui avait fait un gros succès à l'époque, où j'avais inauguré ce travail critique sur le délire, le délire dans lequel était en train de tomber la France et l'Occident. Enfin, d'ailleurs, l'Occident avant la France, malheureusement, parce qu'on a suivi. Il y a eu le deuxième Socrate à Saint-Tropez, qui était en 2003, qui était la suite, quoi, et que j'avais intitulé Texticule. J'aime bien ce petit terme de texticule. Et là, du coup, comme c'était le deuxième, je me suis fait plaisir, j'ai mis Texticule 2, je pense qu'on comprendra bien, puisque notre Jean-Marie Le Pen, récemment décédé, avait dit que ce qui manquait en France, quand on parlait de la réindustrialisation, c'était de remonter des usines à couilles. Hein, c'est une belle phrase de Le Pen. Donc voilà, Jusqu'où va-t-on descendre, Texticule 2, écrit en 40 jours pendant que j'étais sous bracelet chez moi en Suisse à côté de Lausanne, et qui sont une série de textes, alors aphorismes, saillies, textes légers ou profonds. Je le dis dans l'introduction, tous ne méritent pas de passer à la postérité, mais ça donne une vision d'ensemble de ce qu'est aujourd'hui l'Occident collectif, que Poutine appelle l'empire du mensonge, ou d'ailleurs que Todd, d'une autre façon, appelle, tu sais, le problème d'être passé dans l'Occident, lui, dont il dit que le moteur est le monde anglo-saxon, d'être passé, tu sais, du protestantisme zombie au protestantisme zéro. D'ailleurs, il faudra se poser la question, on a compris qu'on était dans l'empire du mensonge, on a compris que le protestantisme zéro, c'était une société totalement dysfonctionnelle, mais il faudrait poser la question, qu'est-ce qui fait qu'on est passé du protestantisme au protestantisme zombie puis au protestantisme zéro, et qu'est-ce qui fait que on est dans l'empire du mensonge aujourd'hui en Occident? D'où vient ce mensonge? Quelle est cette dynamique du mensonge? On pourra creuser un peu tout à l'heure, et je pense que dès qu'on cherche la réponse, comme je l'avais dit une fois, la température monte de 10 degrés. Ouais. Absolument, absolument. Et c'est vrai que là, avec les événements de l'année 2024 et ce qui s'annonce pour 2025, eh bien, on peut être aussi sur un retour de l'Empire américain avec l'élection de Donald Trump. On va avoir l'occasion d'en reparler. Et aussi, je le rappelle, on avait déjà fait un entretien, parce que bon, je tiens à le dire, à chaque fois, vous avez accepté directement nos invitations, enfin mes invitations, donc merci à nouveau de participer. Et on avait une conclusion qui finalement, même si ça peut paraître pour certains un peu vulgaire ou familier, c'est qu'on assiste. Vous avez cité les propos de Jean-Marie Le Pen, de feu Jean-Marie Le Pen, eh bien c'est un retour quand même peut-être de la couille et de la virilité politique, hein, un retour de l'efficacité. On aura l'occasion d'en parler, mais là vous avez parlé de Jean-Marie Le Pen, un mot peut-être sur le décès de Jean-Marie Le Pen, de ce qu'il a représenté à la fois pour la France, mais aussi la relation que vous aviez eue avec lui, un petit mot, un hommage, ou alors un commentaire à la fois sur sa mort, mais aussi les réactions autour de ce que ça représente. C'est un vaste sujet parce que Ouais. moi j'ai accompagné Jean-Marie de façon très, très professionnelle, je crois vers 2005-2006. On s'est liés d'amitié dès 2002-2003, sachant que moi j'ai toujours aimé Le Pen. Pourtant je viens du Parti communiste, et moi j'ai eu le sentiment, au-delà de toute analyse politique, qu'à partir des années 85, il remplaçait Georges Marchais. Et moi, de toute façon, c'est mon côté punk. J'ai toujours aimé les emmerdeurs, les types qui parlent mal aux journalistes. Enfin, et il a vraiment, dès 85, je l'ai apprécié, alors que je le trouvais trop libéral et même un peu trop goitreux. Mais j'appréciais déjà sa manière de tenir tête aux médias. J'avais déjà cette intuition que un type autant vilipendé par les médias ne pouvait que gagner et être connu. Hein, c'était ça. Et surtout, je me rappelle à l'époque, je fréquentais beaucoup les salons de thé. J'étais très dragueur à l'époque, je me retrouvais chez Angelina ou des choses comme ça, et j'entendais des bourgeoises dire qu'elles étaient horrifiées d'appartenir à un pays où un fasciste comme Le Pen faisait 15% aux élections. Tu sais, c'est 85. Et ça, je le reconnais ici, j'ai rarement voté parce que je ne suis pas démocrate, mais chaque fois que je me suis déplacé pour voter, j'ai voté Le Pen, même quand j'étais au Parti communiste. J'appelais ça le vote révolutionnaire, parce que j'avais déjà compris que le PC, c'était fini. Moi, j'aimais bien faire chier aussi, donc rester un stalinien à l'époque déjà, dans le but d'emmerder d'ailleurs les gauchistes et les socialos. Hein. C'était vraiment pour... tu sais, une manière de mener le combat à gauche, tu sais. Se faire traiter de stalinien, j'étais détesté par Besancenot et la LCR, parce que j'avais monté, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, une cellule
au Parti communiste français, qui s'appelait le collectif communiste des travailleurs des médias, qui me permettait de faire de l'enquête et du journalisme avec une équipe. Je travaillais notamment pour Ardisson à l'époque, et j'avais appelé cette cellule la cellule Ramon Mercader, et c'était deux piolets croisés, tu sais, la symbolique. Pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas, Ramon Mercader, c'est celui qui est allé au Mexique planter son piolet dans le crâne de Trotsky à Mexico. Donc, pour te dire, en fait, qu'à l'époque où je collaborais aussi avec Jean Dernalier, j'étais au PC essentiellement pour faire chier l'EPS, toi, qui était déjà dans une dérive dégueulasse. Et à l'époque, déjà, mon petit plaisir, c'était d'assister aux prestations de Jean-Marie Le Pen, avec toujours l'espoir qu'il prendrait un virage antilibéral et qu'il s'intéresserait plus à la question sociale, ce qu'il a fait d'ailleurs, j'y ai peut-être un peu aidé, à partir de 2006. Ça a perturbé son électorat et ça n'a pas été d'une grande efficacité d'un point de vue quantitatif, mais c'est aussi ce qui fait que on peut vraiment dire avec le recul que c'était vraiment un mec bien, tu vois, parce qu'il a pris, tu vois, que le Reagan français, il s'est départi de cette étiquette au moment où il a fallu. C'est quand même lui qui a réintroduit au moment où la question sociale était trahie par toute la gauche, hein, je le rappelle, qui avait pris le virage sociétal, qui ne parlait plus que des gens, des jeunes et des gays. Lui a repris à bras-le-corps la question sociale, sur une ligne qu'on pourrait presque dire proudhonienne. Hein. Et ça, c'est pour ça que quand les gens me disent « ouais, il était de droite », il était de la droite des valeurs, mais il a vieilli plutôt du côté de la gauche sociale au sens où moi je l'entends, c'est-à-dire du côté du petit patronat, du côté de ce qu'on appelle le travailleur collectif, hein, chez nous marxistes évolués. Hein. Le travailleur collectif, c'est l'alliance des prolétaires et de la classe moyenne, hein, de la classe moyenne entrepreneuriale. Et de ce point de vue-là, je n'ai aucune honte à avoir toujours soutenu Le Pen. Vous pouvez le vérifier, parce que de toute façon, dans quelques jours, on va mettre un montage de tout ce que j'ai dit sur Le Pen depuis que j'ai accès à la parole publique. Vous verrez que je l'ai jamais lâché, et que je l'ai toujours dit, hein, même si je l'aimais bien dans ses prestations médiatiques, il avait une espèce de brutalité qui était comme la mienne d'ailleurs, qui est fatale, quand tu te fais tellement emmerder par les journalistes, tu peux pas être cool. Et quand je l'ai connu, puisque c'est ça l'important, c'est que je l'ai rencontré physiquement à un dîner qui a été organisé pour que nous nous rencontrions chez un ami qui vit aujourd'hui à Milan, je ne citerai pas son nom, mais les initiés le reconnaîtront, et j'ai découvert un type non seulement charmant, mais assez raffiné en vrai. Et je le dis, j'avais été étonné par la finesse de ses mains, tu vois, c'était absolument pas un gros, tu sais, un bourrin. C'était un type raffiné dans sa manière de s'exprimer, bon, tout le monde aujourd'hui l'admet, hein, un vocabulaire très châtié, et raffiné humainement, tu sais, et ça a été vraiment... J'ai été son conseiller personnel pendant quelques temps, j'avais le plaisir de le voir une fois par semaine à Montretout, en tête-à-tête, dans le petit cabinet à côté de son bureau, et c'est un très très bon souvenir que j'ai. Bon, les gens savent, le sauront d'ailleurs, parce que j'ai eu l'intuition de mettre ça dans le bouquin. J'ai mis dans le livre, sachant qu'il allait bientôt mourir, parce que je me tenais au courant de son actualité. C'est pour ça que j'ai pas été d'une grande tristesse quand il nous a quittés, parce qu'il avait décliné lentement, et il était en train, je dirais, de s'envoler progressivement, et il est parti en douceur. Franchement, en plus, il a eu ce dernier petit geste taquin de partir le 7 janvier, le jour de la commémoration des 10 ans de Charlie. Donc il leur a coupé la vedette, ça c'est parfait. Et en plus, pour ceux qui ont une certaine culture, c'est aussi la date de la mort, le 7 janvier, de René Guénon, ce qui est aussi ce qui est pas inintéressant. Hein. Et d'un camarade aussi, du camarade Stéphane Blais. Et du camarade Stéphane Blais, bien sûr, qui était un ami très proche et qui s'est suicidé le 7 janvier, il y a 3 ans, je crois maintenant, à Genève, pas très loin de chez moi. Et aussi pour sans doute à cause des persécutions incroyables qu'il a subies et supportées pour avoir été un peu expansif dans ses positions politiques. Ce que je lui disais toujours, je disais, toi qui es un musicien, moi c'est mon gagne-pain d'en faire beaucoup, mais toi tu pourrais te retenir, et il se retenait pas du tout. Hein. Et il était très ami avec Jean-Marie, très ami avec Gollnisch, effectivement, et ça sera à mettre sur sur la liste de ce qu'on aura à reprocher un jour, le jour où on pourra régler nos comptes, tu vois. Un musicien qui était un virtuose de piano classique, Stéphane Blais, a été poussé au suicide
à cause de l'acharnement qu'il a subi de la part de ce que j'appellerais la communauté de la haine. Hein. Voilà. Tout à fait. Pour rester sur le sujet de Jean-Marie Le Pen, Alain, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je pense que ça permet aussi de dresser un cadre sur les différentes analyses qu'on va déployer ensemble ce soir. C'est les réactions quant à la mort de Jean-Marie Le Pen. On a pu voir un camp patriote évidemment attristé, mais aussi qui montrait finalement son attachement et différentes générations. C'est-à-dire, on comprend pourquoi il s'appelait le menhir. Tellement de photos à côté de Jean-Marie Le Pen avec un sourire, tout plein de générations qui ont pu être inspirées pour aimer la France et devenir patriote. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher. Mais on a aussi vu des réactions très violentes de la part de la gauche. Avec une célébration, ils ont sabré le champagne à Paris en étant bien heureux d'entendre la mort, enfin d'apprendre la mort de Jean-Marie Le Pen, en appelant aussi à la mort de Bardella ou bien de Zemmour. La dernière fois, on a parlé de Mélenchon et à chaque fois, je suis obligé de vous poser la question sur Mélenchon parce que on dirait que vous arrivez quand même, enfin, vous êtes toujours un peu gentil avec lui, comme si vous espérez quelque chose. C'est-à-dire que c'est un personnage politique, certes, avec une très grande formation politique, mais on dirait que vous espérez à chaque fois quelque chose de sa part. Et là, on a pu voir un nouveau commentaire. Oui, qui était cadre. Bah, d'ailleurs, j'ai répondu, je lui ai dit, t'as encore loupé le coche, parce que tu aurais pu te hisser à sa grandeur, avec un commentaire fin. Et là, mais là, le problème de Mélenchon, c'est comme le problème de la place de la République. Tu sais, c'est qu'en fait, c'est comme tu sais, un homme de spectacle, il a un public jeune, et une des questions les plus importantes pour moi aujourd'hui, c'est la question de la destruction de l'intelligence et de la citoyenneté par le jeunisme. Il faut pas oublier cette catégorie. C'est pas la gauche qui était pour moi place de la République. C'est même pas la gauche. C'est les jeunes cons, tu sais, les jeunes cons, tu vois. Ce sont des animaux sauvages, tu sais. C'est presque un terme hegelien, tu sais. Ils ont été élevés dans la bêtise et surtout dans la brutalité. Alors que normalement, la jeunesse est l'âge de la brutalité, tu sais, l'âge de la testostérone. Normalement, les adultes ont pour rôle, tu sais, de les éduquer, c'est-à-dire, c'est très important, tu sais, pour transformer leur brutalité générationnelle en quelque chose de sublimé. Or, tout le travail qu'a fait la gauche dans sa dimension pédagogique pour des raisons de trahison de la question ouvrière, hein, de la question du travail, ça a été d'instrumentaliser cette jeunesse pour en faire des bêtes sauvages, tu sais, des antifas de combat. Et ça donne ce qu'on a vu place de la République. C'est une catastrophe, et effectivement, ça c'est à mettre je sais pas si c'est à l'actif ou au passif de Mélenchon, tu vois. Il s'est senti obligé, parce qu'il s'est dit que s'il faisait réellement le communiqué qui, au niveau de sa culture politique et de son intelligence, eh ben, sa base ne suivrait pas. Donc il faut qu'il se pose la question, Mélenchon, qu'est-ce qu'il peut faire avec une telle base? Parce que c'est quand même catastrophique, tu vois. Et ça, c'est un petit détail, c'est que place de la République, il y avait uniquement des jeunes blancs gauchistes. Il n'y avait pas cette fameuse catégorie qui représente la critique principale envers Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire à la fois le diable de la République, mais aussi le raciste qui a torturé, le tortionnaire. C'est bien de le faire remarquer. Il y avait du petit blanc bien con, tu vois. Parce que j'ai toujours dit, moi, les plus gros problèmes que j'ai rencontrés, c'est avec les antifas blancs petits bourgeois, tu vois. Les banlieues, c'est encore autre chose, tu vois. Soit les types se sentent très très loin de tout ça, soit dès que tu tombes sur un banlieusard éduqué, sur la virilité, tu vois, sur les questions sociétales, il dit Jean-Marie a des bons côtés. Et ça, moi, je l'ai testé parce que moi, j'étais un laboratoire de cette tentative, tu sais, qui avait beaucoup plu à Le Pen à l'époque, hein, d'essayer de faire une union sacrée de la couille, tu vois, d'une certaine manière, tu sais. Parce que, au moins, quand tu veux lutter contre le LGBTisme, tu peux trouver des alliés en banlieue, tu vois. Ce que je veux dire, t'en trouves pas dans le Marais et t'en trouves pas dans le 17e arrondissement, tu vois, t'en trouves pas dans le petit Paris tu sais, de Juan Branco, tu vois. Tu les trouves pas là, tu vois. Et ça, c'est la chose effectivement qu'il faut faire remarquer, notamment en ce moment où la chose la plus obscène avant d'oublier, c'est la manière dont les Golnadel, je rappelle, président de Avocats sans frontières, qui ont passé leur vie à persécuter Le Pen et qui aujourd'hui essayent de le récupérer. Il y a deux personnes, tu sais, j'appelle ça salir et récupérer. Ils sont en train de faire avec Le Pen et ils vont pas s'arrêter de le faire. Hein. C'est la figure de Zemmour à Paris immédiatement. Ils ont fait comme avec l'abbé Pierre, salir et récupérer, tu sais, salir et récupérer. Tu vois, il y a deux figures là c'est l'abbé Pierre
avec Emmaüs, tu vois, et Le Pen. Il faut être très vigilant par rapport à ça. Vous avez passé votre vie à le persécuter, et maintenant vous nous dites qu'en gros, il n'était pas antisémite, finalement. Oui, c'était un anarchiste de droite qui venait du poujadisme, hein, il venait pas de la SS. Je rappelle que il était enfant pendant la Deuxième Guerre mondiale et que son père marin-pêcheur est mort parce que son bateau a explosé sur une mine allemande, hein, et il était pupille de la nation. Donc ça aussi, toutes ces espèces de fantasmes, comme s'il avait porté, tu sais, un uniforme SS pendant la guerre. Il faut regarder sa date de naissance, tu sais. Ça fait penser à certains qui te racontent que leur grand-mère est morte dans les camps. Puis je leur demande, t'es né en quelle année, toi, et tes parents sont nés en quelle année? Puis à un moment donné, il y a une impossibilité radicale, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, tu peux pas être né d'un mort, quoi, tu vois. Ou quand alors là, je sais que ça peut nous attirer des problèmes, mais osons quand même le dire, hein, c'est quand on voit les articles qui, au fur et à mesure des années, nous permet de trouver de nouveaux survivants. C'est-à-dire qu'on Oui, passe oui, de oui. 200 000 à 300 000 l'année Mais moi, d'après. j'ai encore des types qui me disent comment tu peux parler de manière. Ma grand-mère est morte dans les camps. Et puis j'ai dit, attends, t'es né en quelle année, toi? Ton père est né en quelle année? Et puis à un moment donné, c'est simplement pas possible. Mais les types ne font même plus l'effort, tu sais, d'être crédibles. Tu me diras, on est dans, tu sais, dans l'approche biblique des datations, tu sais, c'est-à-dire on mélange volontairement la datation mythologique et la datation historique. Et quand la mythologie se fait passer pour de l'historique, c'est plus de la mythologie, c'est de la mythomanie, tu vois. Et en fait, il faut s'habituer à tout ça. Tu sais, il y a des chiffres magiques. C'est de la numérologie kabbaliste. C'est pas de la réalité historique, tu vois. Il y a un chiffre 6 qui revient très souvent, tu sais, un peu pour tout et n'importe quoi. Enfin bon, on a un peu dévié là, Ouais, mais c'est des sujets passionnants. C'est des sujets passionnants. mais Et donc, disons, ceux qui ont craché sur Le Pen, qui l'ont persécuté jusqu'à hier. Moi, je communiquais avec lui encore il y a quelques mois. Il se faisait encore emmerder fiscalement, tu sais, à 95 ans. Ils ne l'ont jamais lâché, jamais lâché. Et maintenant, c'est en gros de dire, Gollnisch a été très fin quand il est passé à la télé là, il y a 2 jours. Il a dit oui. C'est marrant, c'est qu'aujourd'hui, Julien Drey, créateur des SOS Racisme, il dit exactement la même chose que Le Pen aujourd'hui. Et là, je veux pas laisser dire ça non plus. Le Pen, sur l'islam, sur notamment la Palestine, avait des propos très très nuancés et très humains. Il a toujours dit j'attaque les immigrationnistes et l'immigration, pas les immigrés, tu vois. Il a jamais applaudi à la persécution des Gazaouis, et déjà il y a des années et des années, il s'est toujours comporté en honnête homme, je dirais au sens grec, hein, toute sa vie sur ces questions-là, même sur les questions du respect des morts, comment on enterre ses ennemis qui sont d'une autre religion en respectant leur rite funéraire. Ce qui est un rappel important parce qu'on voit des réactions absolument hystériques basées sur aucun fondement, aucune information factuelle, sur le fait que ça aurait été uniquement en fait un tortionnaire. Et donc en plus, c'est faux. Quand on sait comment fonctionne, tu sais, la séparation dans comment dirais-je, des tâches sur le plan militaire, c'est un travail de spécialiste. Tu imagines bien qu'un type qui était député de la nation poujadiste et qui avait renoncé à ce mandat pour s'engager dans l'armée, qui était quand même aussi un travail de communication, on lui aurait pas confié des tâches, tu sais, d'interrogatoire, tu vois ce que je veux dire? Et puis j'ai jamais vu qu'Ossarès avait parlé de Le Pen, etc. Donc de toute façon, ce sont des mensonges et qui sont même des absurdités quand on sait comment fonctionne l'armée et comment fonctionne, tu sais, tout ce qui est commando d'élite affecté à des tâches qui sont même des tâches très précises, les tâches de renseignement, d'interrogatoire, etc. Et ça, j'en ai parlé avec lui très souvent. Il suffisait de réfléchir sérieusement, puis on voyait que ça ne tenait pas la route, tu vois. Mais bon, c'est bien de parler de tout ça quand même aujourd'hui, parce que c'est facile aujourd'hui de dire c'était un grand tribun, c'était un grand Français, etc. Mais il faut pas oublier que c'était d'abord un type, quand on voit aujourd'hui Trump aux États-Unis, Le Pen a été le Trump français trop tôt, c'est-à-dire une fois de plus, nous Français sommes à l'avant-garde, tu sais, des formes et des transformations de la modernité. De ce point de vue-là, on court pas derrière les Américains. Le Pen était le Trump français et malheureusement il est arrivé trop tôt, tu vois. S'il avait l'âge de Trump aujourd'hui, il a fait du Trump avant Trump. Et c'est quand même gagnant. Là, on pourrait en parler avec sa fille et Bardella, tu vois. Et surtout, il a été persécuté toute sa vie par les mêmes, qui lui ont d'ailleurs, ces mêmes qui lui ont mis les banlieues dans la gueule, la classe ouvrière dans la gueule, en manipulant, en travestissant son message, tu vois, et simplement restituer la vérité de ce qu'étaient notamment les discours de Le Pen, hein, il faut les égrener, suffit normalement à montrer que ça a été toute sa vie un patriote
un patriote populaire, hein, un patriote populaire. C'est pas de Lesquin, tu vois ce que je veux dire. C'était un patriote populaire qui n'a pensé toute sa vie qu'à défendre sa nation et son peuple, pas la République, hein, sa patrie, on va dire, sa patrie et son peuple, hein, faut employer les bons termes, et qui a senti venir des tas de comment dirais-je, de fondamentaux, tu vois. Il a parlé du problème du mondialisme, il a parlé du globalisme. Il faut écouter la succession de ses discours, et il était quand même, et il déconnait pas du tout, quoi. Hein. Il Et y a c'est un pour ça indicateur que très fort, Alain, c'est-à-dire que là, on voit les archives de l'INA qui sont à nouveau consultées, en plus d'être publiées à nouveau, où on peut voir l'heure de vérité avec Jean-Marie Le Pen, le débat devant Lavoigny, etc. Et on voit que la majorité des commentaires qui sont dessous, c'est quel homme, il avait raison. Et on bah voit en oui, fait. parce que moi, ce que j'ai toujours dit, c'est quand est-ce que Zemmour paye son tribut à Le Pen, parce que c'est bien joli de s'extasier sur Zemmour, mais tout ce que Zemmour dit aujourd'hui, alors que c'est trop tard d'une certaine manière, c'est-à-dire que Le Pen l'a dit à l'époque où c'était préventif, c'était pour éviter la catastrophe. Parce que dire il faut faire attention à l'immigration, et il faut faire attention même à la maghrémisation et à l'islamisation de la France, lui le disait au moment où on pouvait empêcher que ça arrive. Aujourd'hui, c'est un fait accompli qu'on doit gérer, comme je dirais, comme Poutine gère un empire, tu sais, multiconfessionnel et multiethnique, c'est-à-dire s'en sortir par le haut. Alors qu'aujourd'hui, quand Zemmour appelle d'une certaine manière à la guerre civile, c'est pas le positionnement de Le Pen, tu vois. Le Pen, à un moment donné, était toujours dans la logique aussi de ce qu'on appelle la plus grande France, tu sais. À l'époque où De Gaulle voulait absolument préférait à la limite se séparer de l'Empire plutôt que de donner la citoyenneté pleine et entière aux marches de l'Empire. Le Pen, on peut dire que c'est une naïveté, mais c'est un optimisme patriotique, pensait que le charme de la France et de ce qu'elle représente était suffisant pour que des gens aient envie d'y adhérer, même s'ils venaient, tu vois, du monde ultramarin. Et il faut se rappeler des discours de Le Pen à l'Assemblée quand il était député poujadiste en 56, je crois, où il proposait la citoyenneté pleine et entière aux Algériens pour effectivement, qu'ils ne soient plus dans l'indigénat, à l'époque où les gaullistes, eux, disaient on ne veut pas de Colombey les deux mosquées. Alors peut-être qu'il était naïf et que de ce point de vue-là, il se trompait, mais c'était lui le généreux et c'était lui l'antiraciste, d'une certaine manière, tu vois. C'est ça qu'il faut rappeler, c'est pareil, quand on dit qu'il aurait peut-être... il se serait peut-être mal tenu quand il a repris l'uniforme pour participer à la bataille d'Alger, on va l'appeler comme ça. Même Stora, aujourd'hui, je rappelle, Stora, français par le décret Crémieux, à qui a la charge de nous expliquer ce que c'est que les rapports France-Algérie, ça me fait quand même marrer, tu vois, a bien rappelé que Le Pen n'était pas dans une position de décideur et même d'exécutant de premier plan, quoi qu'il ait fait, alors que à la même époque, c'est Guy Mollet et François Mitterrand, hein, Mitterrand a le sang du FLN sur les mains. Il a signé en tant que ministre des colonies l'exécution de plus de 40 combattants du FLN. Tu vois, il faut le rappeler tout ça. Et Le Pen a toujours été non seulement recouvert de ce que j'appelle d'une cathédrale de crachat, mais d'une cathédrale de mensonges. Tu vois, hein, celui qui a du sang d'Algérien plein les mains, à qui il faudrait dire ça à ce qui reste d'excités dans les banlieues, parce qu'ils ont même plus de conscience politique, c'est Mitterrand. C'est Mitterrand. Ceux-là même qu'ils ont applaudi quand il a été élu, tu sais, en 80, et ceux-là même qui ont cru que la marche des beurs, tu vois, il la devait à cette gauche-là. Cette gauche-là qui a accédé au pouvoir avec Mitterrand était la gauche coloniale, hein, de Mollet et de Mitterrand. Mitterrand était ministre des colonies, il faut pas oublier. Le Pen, non. Le Pen, c'est un type, à un moment donné, alors qu'il était député, hein, il pouvait rester planqué, qui a démissionné de son poste de député pour reprendre l'uniforme pour défendre la France. Je veux dire, quand on a cette dimension, je dirais, traditionnelle qui est, tu sais, l'aristocratie de l'esprit, tu vois. N'importe quel, comment dirais-je, maghrébin, musulman qui a le sens de l'honneur et des valeurs ne peut que respecter un adversaire peut-être comme Le Pen, tu vois. Et ça, c'est ce qui adviendra avec les années, tu sais. Et c'est le travail d'ailleurs que j'ai essayé de faire à l'époque. C'est déjà Ouais, même moi, advenu. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il moi, y a un respect de Le Pen dans le monde arabe. Et là où on voit des problématiques, c'est avec une certaine population algérienne ultranationaliste. Et d'ailleurs, bon, ça me permet peut-être de citer, si ça vous dérange pas, Alain. Bon, ça va pas vous faire des amis, mais pour ceux qui vont le lire, c'est déjà sorti cet extrait. Donc, c'est le deuxième texte lorsqu'on ouvre votre ouvrage. Donc, je vous rappelle que comme c'est un abécédaire, donc on arrive à la première lettre. Oui. A. Donc,
On arrive à il y a l'adolescence et ensuite il y a Algérien. Et là, Algérien, bon, il faut le dire, que c'est une des réactions que l'on voit avec la mort de Le Pen. Je pense que c'est un point quand même intéressant à développer. Se faire traiter de sioniste parce qu'étant allé voir sur place, vous constatez que l'Algérie est une poubelle à ciel ouvert. Se faire traiter de sioniste parce que vous vous choquez en tant que sportif et anti-LGBT. Que le CIO laisse concourir chez les femmes une boxeuse possédant les 2 chromosomes X et Y, donc ça c'est Iman Khelif, ce qui en fait génétiquement et musculairement un homme, se faire traiter de sioniste parce que vous acceptez d'être interviewé par un youtubeur dissident, cultivé et respectueux, mais marocain par ailleurs, c'est Rachid Achachi qu'on salue. Je me demande parfois si Algérien n'est pas une maladie mentale. Alors, oui, oui. Oui, non, mais moi je fais pas de clientélisme, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ça y est, aphorisme. Oui, 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 je veux dire, il y a cette dimension qui dit, on est dans de la psychanalyse, comment dirais-je, collective, là, tu sais. Il y a une dimension d'hystérie chez les Algériens dès lors qu'on touche à quelque chose qu'ils estiment être leur honneur, alors que, je veux dire, il n'y a aucun honneur à être fier d'avoir ramassé une médaille avec un travelot, tu vois, qui prouve qu'ils ont un problème d'identité nationale à fleur de peau, et qu'il faudrait qu'ils aillent chercher dans comment dirais-je, les approximations de leur roman national, tu sais, qui est nécessaire, mais qui est très bricolé, tu vois. Et ça, je fais aucune concession, mais je dis simplement que chaque fois que je suis face à un Algérien intelligent, et chaque fois que je suis face à un homme intelligent, on arrive très très vite à se retrouver d'accord sur des fondamentaux qui fait qu'on peut faire société d'une certaine manière, tu vois. On peut boire un coup ensemble. Et les autres, eh ben c'est toujours les mêmes, hein, gauchistes, droits de l'homiste, tu vois. Et moi, là où je prétends un certain héroïsme, c'est que je suis allé dans les banlieues, à Saint-Leu-la-Forêt, à Mantes-la-Jolie, tout seul, parce que je pouvais y aller que tout seul. Si j'y étais allé avec des types, il fallait que j'y aille avec l'armée française. Et j'étais allé vendre Le Pen à ces gens-là dès 2002-2003, tu vois. Et étrangement, je te le dis, ça s'est jamais mal passé. Parce que j'y allais tout seul, tu vois. Et à chaque fois, je me trouvais face à des mecs qui étaient un peu interloqués de ce que je leur disais. Genre, Le Pen n'est pas votre ennemi. C'est le type avec qui vous pouvez discuter si vous voulez qu'on s'en sorte. Alors que si vous continuez à faire les indigènes et les caïds du Parti Socialiste, vous finirez exactement où vous en êtes là aujourd'hui, c'est-à-dire que vous êtes passé de pote beurre à islamo-racaille, tu vois, hein, c'est le grand retournement, on peut appeler ça. Je leur expliquais déjà ça en 2002-2003, et les plus intelligents comprenaient très bien, et à chaque fois, tu avais dans l'assistance des gauchistes ou des femmes, tu sais, qui venaient du planning familial et qui avaient tous des patronymes ashkénazes, qui essayaient de retourner la salle contre moi en lisant de ce genre d'extrait, tu sais, qu'il y avait déjà dans mon premier livre sur la question algérienne, tu vois. Et ils n'y arrivaient pas, alors que c'était risqué, hein, parce que je pouvais me faire lyncher. Hein. J'étais seul face à 400 personnes. Et quand t'es face à 400 personnes, vaut mieux être tout seul. Parce que si t'es 3, si t'es 10, si t'es 20, tu te fais massacrer. Donc j'y allais tout seul. Je le ferai plus aujourd'hui, hein. J'ai un peu vieilli, mais à l'époque, j'avais la testostérone et l'idéalisme, tu sais. Parce qu'en fait, quand t'es pas un vicieux et quand t'as quelque chose en toi je dirais, tu sais, de la common decency. Enfin, tu vois, t'as ce sens que j'ai appris d'ailleurs à l'école communale républicaine de Meudon-la-Forêt quand j'étais gamin, tu sais. Eh ben, tu crois que tout le monde partage ce genre de dignité minimum, tu vois. Donc, tu te dis, j'y vais, ça va bien se passer. Souvent, ça se passe bien. C'est ça qui est rassurant, tu vois. Parce que les mecs ressentent quelque chose, tu vois. Ils se disent, ce mec-là, il est pas il peut pas venir nous vendre quelque chose, c'est parce que son produit est tellement pas vendable que c'est pas de la vente, tu vois. Vous aimez nos émissions ? Ouais. Vous aimez les différents formats qu'on vous propose ? Ouais. Tant mieux, car vous allez adorer notre revue mensuelle. Et pourquoi ? Car on a recruté les meilleurs experts pour vous offrir des analyses sans tabou sur les sujets clés de notre société, économie, politique, criminalité d'État, technosciences, mondialisme. Et on vous livre bien sûr toutes nos solutions financières pour préparer votre avenir. Oh, l'avenir, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent. Cliquez sous la vidéo pour recevoir votre revue dans votre boîte aux lettres et avoir accès aux meilleures informations qu'on ne peut pas dire sur YouTube.